Alors Christian, votre histoire avec l'Ukraine, elle démarre il y a déjà une vingtaine d'années, c'est bien ça? C'est bien ça. C'est en 2001 que j'ai été recruté par une grosse entreprise agroalimentaire pour aller travailler dans une usine qu'ils venaient de racheter en Ukraine. Cette usine étant située dans la ville de Nikolaïev. Et vous alliez régulièrement après en Ukraine, même à la fin de votre contrat en 2008? Mon contrat s'est effectivement terminé en 2008 et en fait depuis les années 2017-2018 j'y retourne tous les ans. J'étais encore à Kiev au mois de septembre 2021. Et donc vous avez suivi avec attention tout ce qui s'est passé, c'est quoi votre sentiment? Mon sentiment est qu'il se réalise des choses qui étaient plus ou moins prévisibles puisque le découpage de l'Ukraine entre une partie russophone et une partie pro-occidentale était déjà relativement marqué. En 2000, on parlait déjà d'une éventuelle guerre. Et voilà, malheureusement, elle est arrivée. J'y ai pas cru parce que de 2001 à 2008, l'Ukraine avait beaucoup progressé. Elle était passée d'un pays très pauvre à un pays déjà beaucoup plus, pas pro-occidental, mais qui vivait avec un niveau de vie pro-occidental. Ça avait beaucoup progressé, j'étais très optimiste. Et en fait, déjà 7 ans après, avec ce qui s'est passé en Crimée et dans le Donbass, une partie de mes illusions est partie et là, malheureusement, il s'est produit le pire de ce qui pouvait se produire. Et l'usine dans laquelle vous étiez est malheureusement détruite aussi? L'usine dans laquelle je travaillais commence à être bombardée par les Russes. Il y a déjà pas mal d'autres entreprises au niveau de Nikolaïev qui font l'objet de bombardements. Et en fait, énormément de gens ont fui Nikolaïev déjà. Et parce que vous avez gardé contact avec certaines personnes rencontrées là-bas, vous avez pu accueillir chez vous 3 femmes après un périple compliqué. Il s'agit de Loumila, Elena et Emilia. Marie-Morgane Pires les a rencontrées pour suivre ce qui est devenu leur quotidien. 5 jours qu'elles ont échappé à la guerre dans leur pays, l'Ukraine. Voici Loumila, elle vient de Mykolaïev, ville industrielle de 500 000 habitants au sud du pays. L'une des premières touchées par les bombardements. Le 24 février, le premier jour de l'attaque des Russes, j'ai entendu tout de suite, pendant que je dormais, les premiers bombardements sur la ville de Mykolaïev. À ses côtés, sa fille Elena, habitante de Kiev et musicienne professionnelle, et sa petite fille Emilia, âgée de 5 ans. Toutes les 3 sont arrivées jeudi soir chez Christian. Il habite Sargumine, mais est très attaché à l'Ukraine. Il a été directeur d'usine dans une laiterie à Mykolaïev entre 2001 et 2008. C'est là qu'il a connu Loumila, une ancienne collaboratrice. Ils sont tous les deux restés en contact depuis. On savait très bien qu'il fallait fuir Mykolaïev, mais on savait que même à l'ouest de l'Ukraine, on ne serait pas tranquille. Et on avait raison, vu ce qui se passe maintenant. Je ne savais pas trop où aller et là j'ai eu l'idée de le contacter. Dans leur valise, elles ont embarqué le strict minimum, quelques vêtements, des papiers, des médicaments. Elena et Emilia ont dû d'abord se mettre à l'abri pendant 4 jours dans le métro de Kiev. Elles ont ensuite réussi à se retrouver toutes les 3 à Varsovie, la capitale de la Pologne. Ensemble, elles se sont dirigées vers Berlin, puis la gare de Francfort, où Christian est venu les chercher pour les installer dans sa maison. On est très soulagés. On n'a plus de soucis cardiaques à cause de la guerre. On se sent en sécurité ici. On peut se promener. Ici, ma fille n'a plus peur. La peur est partie, alors que là-bas, elle était très stressée. Ça va mieux, même si ça ne nous empêche pas de craquer parfois émotionnellement. Elena espère retrouver le plus vite possible son mari resté en Ukraine. Le président Zelensky a décrété fin février la mobilisation militaire générale. Les hommes de 18 à 60 ans ont l'interdiction de quitter le pays. Elles espèrent aussi un jour pouvoir retourner chez elles dans leur foyer lorsque la guerre aura cessé. En attendant, elles découvrent leur nouvel environnement. Les réfugiés ukrainiens bénéficient d'une protection temporaire, un dispositif créé par l'Union européenne en 2001. Cela leur permet d'obtenir un permis de séjour, d'avoir un travail ou encore d'avoir accès à des soins médicaux. Et dès cette semaine, la petite Emilia, en grande section de maternelle, intégrera une école. C'était une évidence pour vous d'aider de cette manière?
Oui, absolument. J'ai un peu honte en tant qu'Européen de ne pas pouvoir faire autrement. Je suis malheureusement pas soldat, pas militaire, je ne suis pas politique. Donc la seule chose que je puisse faire, c'est accueillir des gens chez moi. Et bien sûr, quand Ludmila m'a demandé si je pouvais servir de point de chute pour elle et sa petite famille, j'ai bien sûr tout de suite accepté. Et je suis prêt aussi encore à accepter, bien sûr, d'autres personnes qui viendraient parce que j'ai de la place chez moi, j'ai de la place chez ma famille, dans ma famille. Mon papa, qui a connu 39-45, a de la place chez lui. Et c'est vraiment très, très spontanément. C'est vraiment très spontané comme accueil. Et puis aussi, on a un autre regard sur la vie quand on a vécu ce genre de choses, quand vous parlez de votre papa. Oui, forcément. bien sûr, c'est pour ça qu'il est prêt lui aussi à mettre sa grande sa grande maison à disposition de ces gens-là. Alors jusqu'à présent, comment ça se passe le quotidien avec elle? Est-ce que tout le monde arrive à prendre ses marques? Absolument, tout le monde arrive à prendre ses marques. Moi-même, je parle le russe. Je ne parle pas l'ukrainien, malheureusement, j'ai appris le russe, mais qu'elles comprennent toutes les trois. Et donc, j'ai aucun problème pour parler avec elles. Même ma femme, qui ne parle qu'un peu l'anglais, arrive à se débrouiller avec la fille qui parlent un peu anglais. Je peux les laisser seuls des fois 2-3 minutes, ils y arrivent, mais ils sont tout contents quand je revienne pour parler entre elles, quoi. Elles sont toutes contentes. Non, ça se passe très bien. Et le petit déjeuner, le midi, le soir, elles ont beaucoup de place à l'étage chez moi, elles ont leur propre chambre, elles ont la fameuse chambre de jeu que vous avez vue, où la petite joue, là où jouaient mes 4 enfants, avec tous les jouets encore de l'époque. Donc il y a de quoi faire, il y a de quoi vivre, il y a de quoi vivre sans se marcher dessus, il y a de la place, je suis très content, tout va bien. Ce matin, la petite est allée pour la première fois à l'école, je m'occupe de tout ce qui est administratif pour régler ça. C'est ce que j'allais vous demander, Oui. parce que dans le reportage, on comprend qu'il y a d'abord eu un premier rendez-vous, donc ça y est, maintenant elle est à l'école alors. Oui, ça y est, elle est à l'école. Hier matin, je suis passé au service de la scolarité à la mairie, où j'ai rempli les documents ad hoc. Et je suis allé voir la directrice de l'école hier soir, de Neunkirch, et en fait ce matin, donc je me suis présenté avec la maman et la petite à l'entrée de l'école maternelle, et la maman était très stressée. L'Ukraine, la Russie, c'est des pays où les enfants sont rois, ils sont couvés, c'est souvent des enfants uniques, ils sont couvés, surprotégés. La maman avait peur que ça allait mal se passer avec l'enfant, mais l'enfant, dès que la porte de la classe est ouverte, a foncé s'asseoir au milieu des autres petits-enfants, sans se retourner ni vers le, entre guillemets, Dedushka que je suis, le grand-père, ou vers sa mère, quoi. Alors, est-ce qu'il y a d'autres démarches à faire pour elles trois, pour qu'elles se sentent, qu'elles instaurent aussi une routine dans leur vie? Oui, enfin, il y a déjà des démarches administratives à faire. Il faut leur faire... j'ai demandé l'ouverture d'une procédure pour les placer sous protection provisoire à la préfecture de Sarreguemines, à la préfecture de Metz, excusez-moi. Oui. Et je dois aussi mettre en route tout ce qui est sécurité sociale, pour qu'elle puisse avoir accès aux soins, surtout la grand-mère qui est atteinte d'un cancer de la thyroïde, à qui il faudra des traitements relativement lourds. En effet. Alors, elles ont pu avoir aussi de l'aide pour tout ce qui est vêtements, grâce aux associations qui avaient récolté et aux dons. Que pensez-vous de toute cette mobilisation autour de cette situation ukrainienne? La mobilisation est évidente, on la sent. Quand je suis allé avec elle dans les magasins, quand je suis allé avec elle à la Croix-Rouge, elles ont été très très bien accueillies. Entre guillemets, elles étaient les premières, je ne sais pas si c'est tout à fait vrai, mais à la Croix-Rouge, par exemple, elles étaient les premières. Elles ont passé 1 heure dans les vestiaires pour choisir ce qu'elles voulaient. Elles sont venues, quand je les ai rencontrées à Francfort, elles n'avaient rien. Elles n'avaient que ce qu'elles avaient sur le dos. C'est difficile de prendre que le strict minimum dans quelques valises, c'est clair. Voilà. Et elles avaient pris en fait leurs médicaments, de la nourriture et leurs papiers. C'est tout ce qu'elles avaient eu le temps de prendre, en dehors de ce qu'elles revêtaient, quoi. Alors, concernant le mari d'Elena, qui lui est obligé de rester en Ukraine pendant la situation actuelle, est-ce que vous avez des nouvelles régulièrement? Comment ça se passe, le contact? Oui, absolument. Alors, le mari d'Elena, il s'appelle Hussein, c'est un Tatar de Crimée qui n'a plus le droit, depuis que la Crimée a été annexée à la Russie, d'aller voir ses parents. Les hommes tatars n'ont pas le droit d'aller en Crimée.
parce que en fait c'est l'une des dernières nations ottomanes qui est présente sur place, qui a été déportée, elle est honnie par les Russes, elle a été déportée par Staline, etc., etc. Et depuis que les Russes ont repris la Crimée, ils ne veulent absolument pas de mâles ukrainiens en âge de se reproduire qui passent la frontière. Tout tartare est un suspect potentiel. Et pour l'instant, lui s'est réfugié à l'ouest, à Lif, on dit ça de différentes manières, c'est l'ancienne Lemberg polonaise. Et en fait, là-bas, il n'y a pas de combat actuellement, donc pour l'instant, il n'est pas sur le front, on va dire, il n'est pas soldat, mais ça peut lui arriver d'un moment à l'autre. Voilà, il peut être réquisitionné d'un moment à l'autre. Je refais juste un petit point par rapport à tout ce qui est dons, etc. Dans le reportage, on l'entendait, Elena est musicienne, elle n'a pas pu prendre ses instruments avec elle. Bien sûr, Elena qui fait partie d'un groupe qui comprend un violoncelle, un alto, un violon et une contrebasse. Elle est altiste, elle n'a pas pu bien sûr prendre son alto avec elle, et ça serait pas mal si quelqu'un pouvait lui mettre à disposition un alto. Le message est passé. Pour terminer, aujourd'hui, qu'est-ce que vous espérez pour elle au pluriel, mais aussi pour le peuple ukrainien finalement? Oui, alors en fait, ce que j'espère, c'est qu'il y ait un cessez-le-feu déjà, que tout s'arrête le plus rapidement possible, que la partie d'Ukraine occupée jusqu'à présent soit libérée et qu'ils puissent retourner chez eux. En fait, que Lumia puisse retourner à Nikolaïev, elle a abandonné son logement, elle ne sait pas ce qui va devenir son logement. Et que Hussein, avec Elena et Emilia, puissent réintégrer le logement qu'ils viennent d'ailleurs d'acquérir à Kiev et qui risque déjà d'être cassé avant qu'ils rentrent dedans.